Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous régulier que nous vous proposons, donc Cluster Montagne AFMON, dans cette période qui commence à durer, hein, mais de crise, pour partager avec les entreprises de la filière l'avancement sur les différents dispositifs de soutien, les actions menées de notre côté, et puis surtout bénéficier de l'expertise de nos partenaires pour partager avec vous des points techniques sur les outils que vous pouvez mobiliser. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laurent Micol de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui prendra la Bonjour. parole dans quelques minutes pour faire un point sur les dispositifs bancaires. Mais avant, je vous propose comme traditionnellement, passer la parole d'une part à Patrick Grandery, président du Cluster Montagne, et d'autre part Didier Bic, président de l'AFMON, pour vous faire un petit tour d'horizon de l'actualité et des points de nouveauté. Bien, merci beaucoup Nathalie. Je vais être bref. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Toujours sur des sujets un peu compliqués et un peu dangereux pour nos entreprises. C'est important qu'on continue d'avoir ces sessions et je remercie beaucoup la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et Laurent Micol particulièrement pour l'intervention qu'il va faire aujourd'hui. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes étant un partenaire historique et véritablement important, stratégique même pour le cluster montagne, puisqu'il nous accompagne, je dirais, sur beaucoup de nos actions et particulièrement sur des sujets liés à la veille et à la gestion de l'information. Donc ça, c'est merci encore et un coup de chapeau pour ce soutien dont on a vraiment besoin. Alors, on est dans une situation, on va parler de trésorerie, on entendait encore aux actualités ce matin, aux informations, évoquer d'éventuels reports de charges ou de dettes pour les entreprises. On ne sait pas. En fait, on est toujours encore pas mal dans le flou et à un moment où l'exécutif commence à plus beaucoup parler de la montagne et avec les beaux jours et où l'exécutif estime avoir fait le travail pour notre écosystème, on est toujours un peu au milieu du gué. Alors, les dossiers de nos entreprises qui sont concernés par la liste S1 bis, puisque tout le monde au cluster montagne n'est pas forcément concerné par la fermeture des remontées mécaniques, mais on a quand même un nombre très très important d'acteurs qui sont directement touchés et profondément touchés par cette situation. Pour ces entreprises-là, les dossiers qui sont faits aujourd'hui sont, on va dire, traités de manière relativement correcte. Mais pour autant, au niveau des décrets, Didier, que je remercie aussi d'être présent avec nous là, cet après-midi, va nous faire un point sur la situation et Nathalie nous fera un point sur les aides de la région. Si vous voulez, on a encore des demandes et des revendications parce que notre filière, comme vous le savez, va être touchée, impactée probablement, très probablement, certainement même jusqu'à l'automne 2022, parce qu'on ne s'attend pas à avoir énormément de commandes issues des exploitants de domaines skiables ce printemps et cet été. Donc il y a quand même un manque singulier de visibilité, même si les stations ont déjà commencé à toucher ou à voir paraître le décret sur les aides qui les concernent. On ne sait pas encore si ça va vraiment générer de l'investissement à notre attention. Donc, si vous voulez, on a toujours ce doute et donc on a des acteurs, vous peut-être qui êtes là aujourd'hui, qui sont touchés plus ou moins sévèrement par la situation. Alors, il y a les aides, il y a le PGE, il y a certaines exonérations de charges, le chômage partiel, mais tout ça, c'est en partie de la dette et ça pose toujours le problème de la gestion de la trésorerie, du besoin en fonds de roulement dans la durée, parce qu'on n'est pas dans un phénomène court terme, on est sur une situation qui va durer et il est très important qu'on puisse vous accompagner, vous informer, vous aider, vous entendre aussi. Donc, quand vous avez des préoccupations ou des sujets sur votre entreprise, n'hésitez pas à nous remonter les informations, à nous en parler. On a des leviers d'information auprès de la préfecture ou autre. Donc, vraiment, on est là pour ça aussi. Je voudrais saluer, avant de passer la parole à Didier, aussi le travail qui est fait par cette commission mixte qui a généré en fait ces réunions. C'est vraiment important. On a pris la décision, vous le savez maintenant, avec l'AFMON, de mettre en commun nos forces de la matière grise, du temps, du bénévolat aussi des membres de la commission mixte
pour travailler sur ce sujet de l'accompagnement, pour décortiquer les décrets qui paraissent, les projets de décrets, négocier. Dernièrement, Didier a passé beaucoup de temps avec le cabinet aussi de Alain Griset pour faire modifier le dernier décret qui est paru, dont il va vous parler. C'est des détails, mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et pour faire avancer et faire comprendre à l'exécutif notre situation, notre temporalité, je peux vous dire que ça n'a pas été de la tarte. Et on y a passé des dizaines d'heures, des centaines de mails, et on n'a pas encore fini le job. Donc ce travail-là, on le fait pour nos entreprises, pour les vôtres, y compris pour des sociétés qui ne sont pas forcément membres de nos deux associations. Bon, ça, c'est le côté, je dirais, filière, hein, et on est dans une crise, et cette crise, elle concerne tout le monde, et on estime qu'on a un devoir, je dirais, vis-à-vis de l'écosystème, et on est là, et on fait le job, et on ne se pose pas trop de questions, savoir si ça profite à des adhérents ou pas des adhérents. Voilà. Donc, merci de votre attention. Je ne vais pas être plus long, et je vais laisser la parole à nos experts, à Didier, Nathalie et puis Laurent pour le thème de cette journée sur la trésorerie. Merci beaucoup et bonne session. Et bonne santé à vous aussi et à vos entreprises surtout. Au revoir. Merci Patrick. C'est moi qui enchaîne, je crois. Nathalie, directement. Alors, un petit mot sur la commission mixte et les travaux de la commission mixte. Donc, les dernières semaines étaient bien prises d'abord pour globaliser et être sûr qu'on ne perde personne en route. Donc, l'objectif du travail de ces dernières semaines, c'était de finaliser l'inscription sur les listes S1 ou S1 bis de l'ensemble des fournisseurs de la montagne. Alors, on y est à peu près arrivé, sachant que dans la dernière version du décret du 11 avril, il y a une petite mention qui a été rajoutée tout en fin de décret, qui dit qu'il est rajouté sur les lignes 121 à 128, qui sont les 8 catégories qui concernent les fournisseurs de la montagne. Il est rajouté une petite mention qui dit « ou des entreprises du secteur des domaines skiables ». Donc, pour ceux qui ont fait plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec des personnes morales qui exploitent des remontées mécaniques, ou des entreprises du secteur des domaines skiables. Alors, entreprise, il faut l'entendre au sens large, c'est-à-dire que entreprise, ça peut être une collectivité également. Hein, ça s'entend au sens large. Le directeur des finances publiques, vous savez qu'on avait un petit problème d'interprétation sur les décrets, entre le décret et l'interprétation qu'en faisaient sur le terrain les directeurs des finances publiques. Donc, il y a bien, non pas une circulaire, mais une instruction du ministère des Finances qui dit que ce n'est pas le code NAF précis qui se cache derrière l'appellation qu'il faut prendre en compte, mais bien l'appellation en elle-même. C'est-à-dire que si votre entreprise correspond ou fait l'activité qui est mentionnée, on va dire peu ou prou, c'est pour ça qu'on a essayé de sélectionner des activités un petit peu générales comme ingénierie ou des choses comme ça, ou réparation d'engins mécaniques ou de systèmes mécaniques. Enfin, vous voyez les 8 appellations qui nous concernent. La DGFiP a été invitée à avoir de la tolérance sur cette appellation et la considérer au sens large et pas être restrictive par rapport au code qui se cache derrière. Donc, je pense qu'avec cet ajout, on a à peu près l'ensemble des intervenants de nos associations et des fournisseurs des domaines skiables. S'il y en a qui en sont exclus, le DGFiP, alors c'est celui de la Savoie, mais m'avait demandé de l'alerter et éventuellement, faites-nous en part et ça pourrait être traité au cas par cas. Il y aura peut-être quelques justificatifs à fournir, mais je pense que ça pourrait être traité. Voilà, donc ça, c'était l'objectif premier, c'était de recouvrir tout l'ensemble de nos adhérents. Deuxième objectif, c'est le chantier qu'on ouvre maintenant. On attendait d'avoir bouclé celui-là pour ouvrir le nouveau, parce que celui-là se traitait directement avec les membres du cabinet. Maintenant, il va falloir passer au niveau supérieur, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de faire perdurer les aides qui aujourd'hui sont planifiées pour durer jusqu'à fin juin, pour expliquer à nos ministères parisiens que l'arrêt des domaines skiables, pour nous, c'est 1 an d'activité au minimum, d'absence d'activité au minimum. Et 1 an, ce n'est pas de janvier à juin, c'est toute l'année. Donc, il faut qu'on arrive à faire perdurer les aides, alors différentes aides, hein, le fonds de solidarité bien évidemment, mais aussi les aides sur l'activité partielle. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on veut faire perdurer
Il va falloir passer au niveau supérieur parce que là, ce n'est pas le cabinet du ministre qui va pouvoir traiter puisque c'est une décision, on va dire, politique. Et donc, il va falloir monter au créneau avec nos parlementaires pour être reçus ou entendus par directement les ministres en charge de ces sujets. Donc ça, c'est le chantier des 2-3 prochains mois puisqu'il faudrait faire aboutir évidemment ça avant fin mai ou en tout cas avant la fin de la période actuelle qui prend en charge le Fonds de solidarité, ou enfin en tout cas qui valide le Fonds de solidarité jusqu'à normalement fin juin. Voilà, alors je n'ai pas rappelé effectivement que pour toutes ces conditions-là, il faut que vous vérifiez, il y a plein de conditions sur les aides. Beaucoup d'entre nous ont fait plus de 10% de baisse de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Et donc, rien qu'à ce titre-là, il y en a beaucoup qui sont éligibles aux aides, mais vérifiez bien évidemment les conditions. Deuxième sujet dont on peut parler, c'est la prise en charge des coûts fixes. Donc, la prise en charge des coûts fixes, on vous le rappellera en fin de réunion, mais elle fera l'objet d'un webinaire la semaine prochaine qui permet de demander une subvention supplémentaire ou une indemnisation complémentaire pour que vous ne perdiez pas d'argent. C'est-à-dire que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, soit au minimum ramené à zéro pour les entreprises qui perdraient l'argent malgré les aides du Fonds de solidarité. Donc, ce dispositif est assez complexe parce c'est un dispositif qui est tous les 2 mois, c'est-à-dire que ça va vous obliger à faire tous les 2 mois une espèce de petit bilan, une espèce de résultats, de compte de résultats tous les 2 mois. Alors, il y aura la période janvier-février, ensuite mars-avril et ensuite mai-juin. Ce fonds-là ne sera éligible que pour les sociétés qui auront déjà perçu ou en tout cas dans les dossiers auront été acceptés pour l'aide sur le Fonds de solidarité. Et là, les délais seront assez courts, c'est-à-dire que la première demande complémentaire que vous pourrez faire donc pour la période janvier-février, c'est avant fin avril, donc dans 15 jours. Alors, je crois qu'il y a peut-être une possibilité de report parce qu'en fait, ça dépend de quand vous allez toucher la partie de février. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de réponse encore au mois de février, alors vous avez déjà une en janvier et que vous êtes éligible, il y a peut-être un peu de report, mais je ne tablerai pas trop là-dessus. Donc, il va falloir être très rapide. Mais ça veut dire que vous faites un compte de résultats sur 2 mois, en lissant évidemment les charges annuelles, mais en incluant dans ce compte-là toutes vos charges et vos chiffres d'affaires sur 2 mois, et ce sera renouvelé 2 fois. Les experts comptables vont avoir beaucoup de boulot à droite à gauche. Un peu compliqué, mais ça vous permettrait de pouvoir toucher les aides. Renaud, oui, il faut être éligible au Fonds de solidarité, effectivement, soit sur janvier, soit sur février, c'est vrai. Mais c'est le problème du délai derrière. Mais effectivement, il suffit d'être éligible sur l'un des 2 mois. Voilà, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif de prise en charge des coûts fixes. Donc, je vous invite à vous y intéresser tout de suite. Complément d'information la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, on vous le rappellera donc en fin de webinaire, mais je crois que c'est le 23 mars que l'intervention aura lieu. Si vous voulez avoir déposé votre demande avant le 30 avril, il faut commencer déjà à regarder un petit peu la façon dont ça fonctionne. 23 voilà. avril, du coup. Pardon ? Ce sera le 23 avril. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Janvier? Mars. Mars, non, 23 avril, oui, 23 avril, bien sûr. Pardon. Voilà, donc ça, c'est le dernier dispositif. Et puis, l'indemnisation des exploitants, un petit mot rapide. Vous avez peut-être vu que donc les 49% seront versés aux exploitants, puisque ça a été validé par l'Europe, en 2 étapes, 36% d'abord et ensuite les 13% restants. Donc, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été acceptés. Je vous rappelle que c'est l'ANCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui traite ces dossiers. Ce ne sont pas les DGFiP et ils sont extrêmement rapides. Je l'ai moi-même testé avec mon petit bout de station. Ils répondent dans la demi-heure ou au plus tard dans la demi-journée quand vous avez fait des erreurs. C'est assez impressionnant. Et donc, j'ai eu un certain nombre d'exploitants ce matin qui ont déjà touché les fonds. Donc, ils commencent à toucher 36% de leur chiffre d'affaires, ce qui met à l'aise un certain nombre d'entre eux. Alors, conséquence pratique pour nous fournisseurs, c'est-à-dire que si vous avez eu des demandes de report de paiement ou des choses comme ça, vous allez pouvoir commencer à réclamer votre paiement, puisque maintenant, on va arriver dans une phase
où les exploitants vont être un petit peu plus tranquilles que nous du point de vue trésorerie, et nous, fournisseurs, on va commencer à tirer la langue sur la trésorerie. Donc, on va un petit peu pouvoir inverser la situation et recevoir les montants qui n'auraient pas été payés ou qui étaient reportés par nos fournisseurs. Mais je ne veux pas me substituer aux banques et Laurent aura peut-être d'autres solutions également. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie sera reçue en théorie automatiquement pour ceux qui ont fait une demande inférieure à 4 millions, automatiquement avant fin juin. Pour les autres qui ont des dossiers, qui signent des conventions, parce qu'ils reçoivent plus de 4 millions d'euros, ce sera un petit peu plus long. Mais ils auront tous reçu en théorie leurs 49%, allez, on va dire fin juin ou juillet ou plus tard pour les plus gros. Cela dit, vous savez qu'il y aura toutes les demandes seront vérifiées. C'est-à-dire que pour le moment, ils versent aux exploitants sans regarder. C'est-à-dire qu'ils demandent, le dossier est très très simple à remplir. Vous donnez votre chiffre d'affaires des 3 derniers hivers pré-Covid, c'est-à-dire 16-17, 17-18, 18-19. Et vous recevez automatiquement 49% de la moyenne de ces 3 chiffres, quel que soit ce que vous avez exploité ou ce que vous avez reçu cette année. En revanche, il y a un deuxième couperet qui va tomber, c'est-à-dire que toutes les stations vont être contrôlées et vérifiées. Et ceux qui auront perçu un montant qui leur donne un résultat net supérieur à celui qu'il avait en 2019, l'État viendra rechercher les sous pour équilibrer et s'assurer qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine et que personne ne profite de ce dispositif. Donc, du coup, il va y avoir effectivement certaines stations pour qui ces 49% sont larges et vont conduire à des résultats positifs, meilleurs que celui de 2019, et d'autres pour lesquels, aujourd'hui, me disent que ce n'est pas assez et qu'il leur en manque encore un morceau. Alors, c'est possible, en fonction des cas de figure, puisque quand ils avaient fait les statistiques sur les 48 stations analysées pour arriver à convaincre le ministère de ce chiffre-là, il y avait des variations énormes entre les différentes stations. Donc, il est bien possible que ce chiffre-là, qui est une moyenne, soit satisfaisant pour certains, excédentaire pour l'autre et déficitaire pour d'autres. Donc, ceux qui recevront trop, eh bien, essaieront vraisemblablement de charger un petit peu, ce qui est normal, ou d'effectuer les dépenses qu'ils n'auraient pas pu faire ou qu'ils avaient limitées. Donc, peut-être une petite aubaine pour nous pour arriver à encore faire quelques facturations sur leur exercice fiscal qui se termine en général entre maintenant et septembre ou novembre, parce qu'eux auront récupéré un peu d'air pour quelques… Alors, ce n'est pas forcément des investissements, mais en tout cas des charges. Alors, des charges, ça peut être des loyers ou des composants qui ne s'amortissent pas sur la durée. Voilà la situation des exploitants, qui leur donne de l'air et qui devrait donc nous en donner un petit peu et peut-être même aussi un peu de travail derrière. Voilà en gros comment on peut résumer la situation aujourd'hui. Donc nous, notre boulot aujourd'hui, ça va être de pérenniser ces aides et on va essayer de s'appuyer sur tous les élus qui ont déjà travaillé sur ce dossier auprès du gouvernement. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci beaucoup Didier. Du coup, je vais juste rebondir sur ce dernier point et puis interpeller Laurent Micol avant sa présentation plus technique sur justement ces perspectives d'engagement de dépenses ou d'investissement par certains exploitants. Et on partageait avant l'atelier une vision plutôt positive à date sur la capacité des partenaires bancaires à suivre, en fait, même si effectivement les résultats seront variables en fonction des exploitants. Est-ce que tu peux compléter, Laurent, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Oui, dans un premier temps, je dirais que l'arrivée et la validation de ces indemnisations a rassuré tout le monde. Nous avions effectivement, ce que je t'ai dit dès cet hiver, commencé à travailler avec différents exploitants qui nous avaient montré qu'effectivement, avec ces chiffres-là, si ces 49% arrivaient, ça allait bien permettre d'atténuer effectivement les pertes potentielles qui avaient été envisagées au départ. Et je dirais qu'aujourd'hui, les quelques dossiers d'investissement qui nous ont été déposés depuis au mois de février ont tous été accompagnés.
Et je dirais, alors là, je parle en tant que caisse d'épargne, mais je pense que je parle aussi en tant que certains des confrères, et je dirais les principaux que vous retrouvez souvent en accompagnement, hein, que ce soit en général des banques régionales coopératives, vous voyez ce que je veux dire, des verts, des bleus, et un petit peu des jaunes en BPI. En général, tous les dossiers jusqu'à présent ont été validés chez nous. On n'a pas refusé aujourd'hui de dossiers d'investissement pour construire, par exemple, des remontées mécaniques. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on a tous donné notre accord en pool bancaire. Donc, il y aura quand même cet été quelques chantiers. Alors après, comme on dit tout à l'heure, c'est pareil, ces chantiers, ce sont des choses qui étaient dans les tuyaux depuis longtemps, hein, puisqu'il a fallu avoir toutes les autorisations. Certains même, c'était des reports de l'année dernière. Hein. Mais en tout cas, voilà, nous, on les accompagnera. Pour l'instant, en tout cas, les banques jouent le jeu là-dessus aussi. Bon, très bien, merci. Nathalie, je voulais rajouter quelque chose parce qu'on m'avait posé la question avant ce webinaire sur le fonds de solidarité. Vous savez que le fonds de solidarité, Laurent, tu me contrediras si je me trompe, mais le fonds de solidarité est déclaré mois par mois et la base de déclaration, c'est l'année 2019, mais vous pouvez soit prendre la moyenne, soit prendre au mois le mois, selon le scénario qui vous est le plus favorable. Depuis le dernier décret, le système à prendre en considération, c'est celui qui a été choisi pour le mois de février. Et c'est celui qui restera pour toute la durée de ce système, en tout cas jusqu'à qu'un décret vienne changer ça. Et ça veut dire que si au mois de février, vous avez choisi de vous baser sur la moyenne annuelle, et ben, il faudra faire pareil sur mars et les mois qui suivent. Et si au mois de février, vous avez choisi au mois le mois, et ben, ce sera pareil sur les mois qui suivent. Voilà, c'est une petite précision parce qu'on a entendu beaucoup parler avant et on ne savait pas trop sur quel pied danser, mais maintenant c'est sorti. Et c'est comme ça que ça se calcule. Et suivant les activités, c'est mieux de prendre février ou voilà, ça dépend un petit peu de. Oui, il faut notamment sur les hébergeurs, pour tout ce qui est hébergeur. Il faut faire quelques simulations. Oui. Tout à fait. Merci pour cette précision. Alors, on avance pour pouvoir laisser la parole à Laurent. Je voulais juste refaire un petit point, effectivement, mais qui est plus un rappel à vos mémoires sur le plan montagne, plan d'urgence et plan de relance. Vous savez qu'on a eu un webinaire dédié le 31 mars dernier, mais les échéances aussi sont quand même assez courtes. Alors, en tout cas, pour la partie urgence, et ça concerne moins notre filière, sauf pour les entreprises récemment créées ou reprises. Donc là, il y a une échéance au 30 avril qui a bien gardé en tête, hein, on y est. Le prêt montagne, je crois que tu vas y revenir, Laurent. Donc, simplement, quand vous aurez la présentation, vous pouvez cliquer sur les liens et vous aurez toutes les informations détaillées. Et puis, je crois que Serge est dans l'audience également, mais revenir sur ce fameux fonds d'aide à l'investissement dont on vous a déjà parlé, cette enveloppe de 15 millions d'euros pour les entreprises, enfin vous, les entreprises des filières aménagement, de la montagne et outdoor. Donc, c'est vraiment du financement de vos projets d'innovation. Donc là, c'est un appel à projet qui est ouvert depuis le 31 mars jusqu'au 31/12. Donc, tous les éléments d'information sont désormais disponibles. Vous pouvez déposer vos dossiers en ligne. Si jamais vous avez la moindre question, l'interlocuteur privilégié, vous avez une adresse mail en bas, mais c'est Serge Tuas, que vous êtes nombreux à connaître, je pense. Et puis, le cas échéant, bien sûr, côté cluster, on peut également vous renseigner. Voilà, je voulais juste revenir sur ces éléments qui, certes, ne sont pas des indemnisations, mais peuvent quand même vous permettre d'alléger et d'engager surtout des projets que vous aviez peut-être mis un petit peu de côté. Laurent, à toi. Oui, à moi. À nouveau. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler, en fait, effectivement, de 3 produits. Je ne suis pas revenu sur le PGE, je pense que sauf si vous avez des questions, mais je pense que c'est un produit que vous connaissez par cœur maintenant. Non plus sur les reports d'échéance, c'est des choses qui se font, qu'on traite. Donc, effectivement, je n'ai pas revenu là-dessus. J'ai essayé de faire des focus sur 3 produits qui viennent d'aboutir là, ces derniers jours. Le prêt participatif relance, le prêt montagne Aura, alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, et d'un prêt que nous, on commercialise, qui s'appelle le prêt numérique, qui est commercialisé par la Caisse d'épargne. Voilà. Donc, on va d'abord attaquer par le prêt participatif relance. Donc, tu peux tourner la page. Pardon. Voilà. Donc, ce prêt, en fait, rentre dans le cadre du dispositif France Relance, en fait. Donc, c'est en fait
c'est l'État qui mobilise l'épargne à travers des assureurs en créant 2 fonds bénéficiant de la garantie de l'État. Donc, c'est 15 milliards qui vont être distribués par les réseaux bancaires. Ils estiment qu'on pourrait faire entre 7 et 10 000 prêts. Et en tout cas, il y a effectivement la banque garde 10% en fait de la créance et elle cède au fond les 90%. Donc effectivement, le risque, c'est un petit peu, on retrouve le même montage que pour le PGE. Après, on va trouver d'autres montages dans le cadre de ce France Relance et obligations subordonnées. C'est un petit peu différent. Donc là, c'est 5 milliards qui seront distribués par des fonds de gestion. Et là, on n'est pas tout à fait dans l'aide bancaire, on est plutôt dans du fonds propre. Au niveau des dates, ce prêt participatif relance sera distribué jusqu'à juin 2022 pour respecter les contraintes européennes. Voilà, je vous ai fait sur les fonds, mais passe à la page suivante, c'est plutôt les caractéristiques. Donc en fait, voilà, donc le prêt participatif relance est un financement long terme subordonné à taux fixe. Donc, qui est distribué par les banques, qui gardent 10% de leur bilan sans garantie et qui cède 90% à un fonds de dette dont l'objectif est d'acquérir des plans auprès des banques. Donc, ce fonds de dette bénéficie d'une garantie en première perte de l'État au taux de 30%. Donc, effectivement, c'est quand même l'État qui garantit ces opérations. Effectivement, il est destiné donc, aux entreprises effectivement, qui disposent de réelles perspectives de développement et de solides fondamentaux, mais dont la structure financière a été affaiblie par la crise. Il a vocation à renforcer la capacité d'endettement de ces entreprises et éviter de différer les investissements. Par contre, ce prêt ne doit pas servir à apurer d'autres dettes. Donc, effectivement, on ne peut pas rembourser des prêts existants ou des PGE. Par contre, le gros avantage, c'est que la Banque de France s'est engagée à le considérer comme des quasi-fonds propres et non pas comme de la dette à court terme. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ça ne rentrera pas. Le montant attribué ne rentrera pas dans l'endettement de l'entreprise à moyen terme. Donc, effectivement, c'est assez intéressant pour ça. L'avantage aussi, c'est qu'effectivement, au niveau de la durée... Tu peux passer, Nathalie? Voilà. Donc, effectivement, ça s'adresse aux PME et ETI au sens du droit communautaire. Hein. Il faut avoir un chiffre d'affaires 2019 supérieur ou égal à 2 millions d'euros ou inférieur ou égal à 1,5 milliard d'euros. L'entreprise d'un rating externe, alors en fait, il faut une cotation Banque de France d'au moins 5+. Ce qui est quand même assez large, hein, puisqu'on a les 3, on va retrouver les 3, les 4 et jusqu'à 5+, donc c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce prêt donc, est obligatoirement fixé sur 8 ans. Par contre, il y a une franchise de 4 ans. Au niveau du capital. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il est assimilé à des quasi-fonds propres, puisque le remboursement est quand même différé de 4 ans. Pour la tarification, on n'a pas la totalité, mais on estime que, pour l'instant, c'est encore fait, il devrait tourner autour de 4,5, incluant la garantie de l'État. Hein, c'est le même système que le PGE, d'accord? Donc, effectivement, 4,5 avec la garantie de l'État. Si vous prenez de la dette mezzanine pure, c'est beaucoup moins cher, puisque la dette mezzanine pure peut se tourner autour de 7, 8 à 10% par moment. Voilà. La période de distribution, donc, je vous ai dit, entre avril et juin 2022. Donc, pour les... vas-y, passe la page. Pour la partie... en fait, pour la partie... les montants, en fait. Donc, ils vont tenir compte, en fait, c'est comme le PGE. On prend le capital restant du petit patient de relance, il doit être inférieur à 25% du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, si on est dans ces critères-là, le montant maxi, il est de 12,5% du chiffre d'affaires de 2019, ou masse salariale. Et pour les ETI, maximum 8,4% du chiffre d'affaires 2019, ou 2/3 de la masse salariale. Si par contre, effectivement, on dépasse, en fait, l'enveloppe globale a été tirée, en fait, si l'entreprise a tiré la totalité de son PGE, les montants attribués sont un petit peu différents puisqu'on est à 10% et à 5%. Voilà. Ils ne tiennent pas compte. Alors, il y a la notion de PGE saison. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse là-dessus parce qu'effectivement, le PGE saison dépasse toujours les 25% puisque c'était en général les 3 meilleurs mois. Et en général, les 3 meilleurs mois de tous les PGE saison qu'on a mis en place, les 3 meilleurs mois représentent parfois jusqu'à 70 ou 80% du chiffre d'affaires. Ah non, d'accord, ce n'est pas pour moi la question. Alors, donc, l'avantage, effectivement, qu'on y voit, c'est que c'est surtout, ça ne modifie pas la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne fait pas rentrer un fonds. Hein.
c'est bien du quasi-fonds propre, mais en fait, ce prêt n'a aucune vocation. Il a vocation à être remboursé, il n'a aucune vocation à être converti. Donc, effectivement, ça peut rassurer effectivement entreprises qui ont effectivement un petit peu d'appréhension à faire rentrer un fonds. Il peut par contre se cumuler aussi avec éventuellement l'entrée d'un fonds, d'accord. Il n'y a pas de garantie, puisqu'effectivement, hors celle de l'État, c'est-à-dire en fait, on n'appréhende pas des actifs de l'entreprise, on ne demande pas de caution, de garantie. Par contre, effectivement, comme c'est considéré comme du quasi-fonds propre, ça va améliorer la structure bilancielle de l'entreprise, puisque notamment pour celles qui auront été un petit peu ou qui auront des fonds propres qui ont été atteints par un exercice négatif, ou éventuellement qui ont fait appel à effectivement le poids de la dette, le niveau de dette est important dans l'entreprise. Et effectivement, c'est un coût moins élevé. Donc je dis par rapport à une dette mezzanine classique, c'est quand même un coût nettement moins élevé. Voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, un dispositif adapté pour les entreprises qui souhaitent une solution de renforcement, hein, un coût moins élevé. Voilà. Vous faites rentrer personne. Par contre, effectivement, comme je vous dis, ce n'est pas du tout incompatible avec une entrée de capital investissement pour une entreprise qui chercherait effectivement à renforcer sa structure bilancielle en faisant rentrer un fonds modèle avec des pactes d'actionnaires, avec des comptes à rendre à un fonds, etc. Voilà, voilà pour ça. Je ne sais pas si vous avez des interrogations. Après, effectivement, non, retourne la page après, reviens après. Après, effectivement, je revenais en fait sur le pré-montagne Aura React. Hein, voilà. Donc, effectivement, c'est mis en place par la région, hein, le pré-montagne. Il est réservé aux entreprises situées sur des communes éligibles. Donc, je vous ai mis le lien pour aller voir si effectivement la commune éligible est accessible. Hein, voilà. Donc, vous pouvez aller vérifier si vous êtes accessible. L'avantage, alors, entreprise, effectivement, il faut qu'elles aient un an ou un bilan, ou au moins un bilan de 12 mois. Les objets sont bien définis, c'est besoin de trésorerie lié à une situation conjoncturelle ou une augmentation exceptionnelle du BFR, pas de croissance externe, pas de remboursement de dette, etc. Éligibilité, donc PME au sens européen, donc effectivement on retrouve la définition de l'ETI, de la PME. Pas de personnes... Ah non, oui d'accord, enlève le... Ouais. Tous les secteurs d'activité sont autorisés. Alors par contre, exclut effectivement tout ce qui est SCI, entreprise financière ou entreprise individuelle. Par contre, il faut que ce soit vraiment des entreprises sociétés anonymes, SARL, etc. Il faut pas. Tu peux passer la page après encore. Donc il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Hein. Il y a de 10 à 50 000 euros, 25% du chiffre d'affaires, ou il y a une deuxième tranche de 50K euros à 300K euros. Il faut que le montant soit inférieur ou égal au fonds propre et quasi-fonds propre de l'emprunteur. L'avantage, c'est que c'est un prêt sur 7 ans, mais là, vous retrouvez aussi 2 ans de différé de capital, donc qui laisse le temps un petit peu de respirer pour les 2 prochaines années. Il est à taux zéro, il n'y a pas de garantie sur les actifs de la société ni personnel du dirigeant, et un partenariat financier systématiquement recherché avec une autre banque. En général, c'est souvent 1 pour 1 avec une garantie BPI possible. Donc, effectivement, la banque prête aussi, mais bénéficie de la garantie BPI. A priori, les modalités sont assez simples. Vous avez un site, je vous ai mis le lien. Si effectivement, vous êtes sur un petit montant entre 10 et 50K euros, ben, c'est totalement digital. Quand vous êtes sur des montants un peu plus importants, de 50 à 300 KE, c'est une demande digitale, un traitement par les équipes de BPI France. Voilà. Et après, je ne sais pas, vous avez d'autres questions par rapport à ça? Il y a des sujets? Non, on continue. Et donc là, ça c'est vraiment, c'était les 2 premiers, ce sont vraiment effectivement des prêts d'aide en trésorerie, hein, effectivement, avec effectivement notamment des quasi-fonds propres, chaque fois des différés, donc qui vous permettent de passer, je dirais, le cap des 2, 3, voire 4 avec le PPR, 4 ans de non-amortissement. Après, je voulais vous parler d'un prêt que nous avons lancé qui s'appelle le prêt numérique. Donc, c'est un prêt effectivement que la Caisse d'épargne a développé, qui n'était
un lien direct au départ avec la crise, mais aujourd'hui pas mal son sens parce qu'on s'aperçoit que la digitalisation des entreprises avec les nouvelles façons de consommer, les nouvelles façons d'aborder, finalement, c'est quelque chose qui devient vraiment dans l'air du temps. Et donc, en fait, on s'est associé avec Minalogic à Grenoble. Et c'est-à-dire, en fait, on propose un financement, un accompagnement, mais on propose surtout aussi un diagnostic avec Minalogic. C'est-à-dire qu'au lieu, vous avez droit, enfin, l'entreprise numérique a droit à effectivement un entretien avec les gens dédiés de Minalogic qui effectivement étudient leur projet, leur font un diagnostic et peuvent le faire évoluer, corriger le projet. Bon, on a quand même affaire à des experts, c'est vraiment leur métier. Ça peut effectivement, en tout cas, vous donner une première approche intéressante. Les quelques-uns qu'on a fait, en général, les clients sont repartis assez contents avec pas mal d'informations parce qu'effectivement, certains projets ont été amendés, ont été modifiés, ont été perfectionnés et c'était vraiment, pour eux, c'était un plus. Voilà. Tu peux faire bouger un petit peu. Donc effectivement, donc on a donc la caisse d'épargne, donc Minalogic mettent 10 millions d'euros pour ça. Et donc, je reviens à cette idée, cette entreprise voilà, bénéficie à titre gratuit de l'expertise technologique de Minalogic, qu'elle soit adhérente ou pas de Minalogic. Donc effectivement, il y a vraiment ce rendez-vous à trois avec l'expert qui apporte et qui comment dire, optimise l'échange. Dernière page, vas-y. Tu peux passer, hop, voilà. Donc effectivement, ce que vous pouvez financer, c'est assez vaste, hein, vous pouvez effectivement financer la création d'un e-commerce, une marketplace. Vous pouvez moderniser et digitaliser les parcours clients. Vous pouvez faire financer des achats de logiciels, mais même aussi des prestations de services portant pour des solutions technologiques. Je dirais que vous avez besoin d'embaucher quelqu'un de spécialisé pour vous construire votre projet. Je dirais, le coût de cet intervenant peut être pris en charge par le projet. Et donc, le dernier slide, c'était un petit peu les conditions. Voilà, donc effectivement, vous voyez, le montant va de 50 à 500 000 euros. Il a deux tranches, puisqu'il y a une partie qui est à taux zéro, sans garantie, à hauteur de 35% du besoin, jusqu'à 1200, grosso modo 100 000, vous avez 100 000 euros, je dirais, à taux zéro. Et le reste, effectivement, contre garantie par BPI, durée de 4 ans, et de différé d'amortissement du capital de 6 mois maximum. Voilà un petit peu voilà. Donc ça, c'est un produit purement caisse d'épargne, mais qui aujourd'hui a son sens dans les conditions actuelles. Voilà les trois sujets que je voulais vous présenter. Après, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions sur ces sujets-là ou par rapport au... Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans le chat, je n'en vois pas spécifiquement, mais peut-être à l'oral si vous le souhaitez. J'ai une petite question, Laurent. Quand je vois tous ces prêts-là, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui totalise la totalité? Si tout le monde, si une entreprise souscrit à la totalité des prêts disponibles, il n'y a pas un moment où ça coince? Ah si, j'ai pas dit qu'il fallait les entasser. Mais mais effectivement, disons que l'avantage, l'avantage de ces produits, je dirais que le PGE, ça a été l'urgence. Il fallait pallier à des trésoreries. Là, on est plutôt sur des sujets de redémarrage. Les différés d'amortissement permettent de passer. Après, effectivement, tout se regarde et effectivement, si je dirais, tu vois bien d'ailleurs le PPR, il est limité avec les PGE. Tu ne peux pas aller trop au-delà de ce qui est autorisé. Effectivement, il faut regarder. Alors après, je prends des exemples. Tout à l'heure, tu parlais des indemnités des exploitants de remontées mécaniques. Par exemple, avec les indemnités qu'ils vont percevoir, le but de certains, par exemple, est de rembourser leur PGE. Vraiment, le PGE ne correspond pas. Le PGE, c'était vraiment un prêt d'aide, ce n'est pas un prêt d'investissement. Et le but, il est vraiment d'en sortir. Donc, on va retrouver des capacités et ils peuvent utiliser différentes choses. Voilà, c'est tout ça. Mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi, le mur de dette existe aussi. Après, oui, parce que la question, c'est un petit peu de savoir pour des entreprises qui pourraient être vraiment en difficulté, d'être tentées d'aller essayer de le cumuler au maximum et puis se retrouver évidemment forcément au bout d'un moment étranglé. Et la question, c'est de savoir s'il y a
Parce que quand on sollicite un prêt, typiquement un prêt numérique, est-ce qu'on regarde aussi si à côté l'entreprise a du PGE ou du PP? Oui, Oui, après vous regardez, oui. vous, les banquiers, vous regardez. Oui, tout à fait. Ah, non, non, mais non, non. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas un octroi systématique. Mais même le PGE n'était pas un octroi systématique, hein. Des fois, vous avez des clients qui venaient nous voir, on disait j'ai droit à. Je disais non, vous n'avez pas droit à. On va regarder si c'est compatible, parce que ça aurait été criminel, je dirais, de mettre à disposition aussi des PGE. Si tu as remarqué dans le PPR et alors je l'ai pas mis dans le prêt numérique, mais dans le PPR et dans le prêt BPI, ils indiquent quand même que les structures financières doivent être saines, c'est-à-dire que l'entreprise en 2019, voire en 2020, certaines n'ont pas toutes été affectées en 2020, doivent présenter, je dirais, des fondamentaux solides. Effectivement, si c'était une entreprise qui était déjà en grosse difficulté, on ne va pas encore entasser on va pas entasser des BPI. De toute façon, tu sais, notamment sur le 3 des PGE, BPI contrôle aussi, vérifie qu'on n'ait pas mis des financements, je dirais, sur des choses qui étaient perdues. Hein. Enfin, je veux dire, l'emplâtre sur la jambe de bois, voilà, non, il fallait quand même qu'il y ait une vraie. Oui, non, c'est ce que je voulais vérifier, parce que le surendettement au niveau des particuliers, ça existe. Il ne s'agirait pas qu'on crée ça au niveau des entreprises. Tout à fait, tout à fait. Non, mais là, je pense que c'est certaines solutions qui peuvent être faites et qu'il faut avoir un projet quand même. Hein. Voilà, tu ne vas pas chercher un dossier comme ça. Voilà, il faut avoir un projet, avoir une. L'esprit numérique, comme je te dis, c'est quelque chose qu'on avait créé, nous, un petit peu. On avait créé avant, en fait. On y avait réfléchi avant la crise. Hein. Bon, là, il s'avère qu'aujourd'hui, il correspond pas mal à l'air du temps, parce que il y a beaucoup de gens qui réalisent aujourd'hui que les circuits de distribution passent, ou la digitalisation du parcours client, tout ce que tu veux, passe par là. Hein. Et donc, finalement, il arrive là au bon moment. Voilà. Il faut pas, c'est pas une solution de trésorerie. Je l'ai présenté parce que ça me paraissait intéressant. Il y a un truc que ça peut intéresser quand même certaines choses. C'est pas un prêt d'aide, c'est un prêt effectivement dans vue de relance, dans une évolution une évolution du mode de fonctionnement de l'entreprise. Et Laurent, est-ce que, parce que la digitalisation et je pense qu'une partie de ces investissements peuvent également être pris en compte dans l'appel à projet Fonds d'investissement innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a rappelé, est-ce que c'est compatible? Parce que d'un côté, c'est de la subvention qui finance en fonction de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires une partie du projet. Est-ce que l'entreprise peut aussi solliciter éventuellement ce prêt numérique en complément? Ah bah oui, parce que effectivement, si tu as un montant de 100 et tu es subventionné à n'importe quoi, autant de 50, je dirais, donc c'était 50, et effectivement, ça correspond bien, oui. Oui, disons que ça vient en complément, effectivement, d'un projet global. Oui, il n'y a pas de. Le montant qui reste à charge peut être financé dans les limites de ce que je vous ai donné, mais bon, ce qui est quand même assez large. Si tu regardes, si tu arrives à avoir de la subvention et si tu restes moins de 100 000 que tu as un taux, tu peux avoir un prêt à taux zéro, finalement, tu vois. Oui, je pense que c'est un montage qui peut permettre d'accélérer des projets, comme je le disais, qui avaient peut-être été mis de côté en attendant des jours meilleurs. Mais là, je pense qu'il y a des leviers qui ne sont pas inintéressants. Hein. Et puis bon, tu as cette expertise, je pense qu'il peut être intéressante d'échanger avec les gens de Minalogie qui sont là-dessus. Voilà. C'était un petit peu pour essayer d'apporter un petit plus, je dirais, à un financement basique, voilà. Apporter cet aspect expertise. Et je pense que c'est intéressant sur des sujets un petit peu aujourd'hui de plus en plus, d'apporter certes du financement, mais d'apporter les deux, c'est assez intéressant. Un peu comme on peut faire de l'innovation. Voilà, c'est des choses qui nous paraissaient assez intéressantes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou précisions à l'attention de Laurent Micol? Je pourrais vous faire passer les fiches produits, si vous voulez. Je vous enverrai les fiches produits qu'on a eues, effectivement. Je vous enverrai la plaquette du produit numérique. Je vous le ferai passer. Je le ferai passer à Nathalie, à Elodie, puis vous le retransmettrez. On le mettra en complément de la présentation, comme d'habitude. Hein. On vous envoie la présentation, le replay éventuellement, et puis si vous avez un sujet, vous n'hésitez pas à passer par moi. Voilà, les fiches produits. Et puis Jean-Claude, du coup, ça me donne l'occasion de vous répondre. Oui, le lien sur les informations liées au fonds d'investissement Montagne-Rhône-Alpes, c'est dans la présentation, dans les slides d'avant, donc vous retrouverez tout ce qu'il faut
dans les documents qui vous seront envoyés ultérieurement. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions à l'attention de Laurent, il me reste à vous indiquer, comme l'a déjà mentionné Didier, effectivement, on vous propose de refaire un point pour ceux qui l'avaient suivi avec donc Guillaume Cohen du cabinet d'expertise comptable MG sur les évolutions du Fonds de solidarité, puisque maintenant on a un petit peu plus de recul et de pratique sur les dossiers, hein, vraiment. Ce dispositif charge fixe et calcul, fameux calcul assez complexe de l'EBE, et puis si besoin les autres points et aides. Donc vendredi 23 avril, du coup ce sera plutôt le matin, fin de matinée, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Voilà. Et puis dans l'intervalle, vous savez bien entendu, comme l'a dit Patrick et Didier, qu'on est à votre disposition pour enregistrer et en tout cas partager avec vous les points de blocage, les points de satisfaction, puisqu'on en a aussi. Hein, on a des entreprises qui nous indiquent que leurs dossiers se sont débloqués, qu'elles commencent à toucher des indemnisations. Donc bon, voilà, il y a quand même un peu d'huile qui se met dans les rouages, notamment au niveau local des DDFIP, et c'est quand même à souligner. Oui, Nathalie, tu as raison. N'hésitez pas à nous faire remonter vos dossiers, qu'ils soient bloqués ou au contraire qu'ils soient passés. Un petit message en disant mon dossier est passé ou sans problème ou avec problème. Ça nous permet, nous, de nourrir une petite base de données pour négocier ou appuyer sur d'autres projets qui, eux, pourraient être bloqués. Oui, et puis comme on a beaucoup réclamé, on va dire, et quand on peut aussi envoyer un message positif à nos interlocuteurs en leur disant que oui, les choses bougent et oui, il y a quand même des dossiers qui se débouclent, c'est bien aussi. Ça... Absolument. Oui, puis c'est aussi une indication sur l'utilité de notre travail. Et nous aussi, on a besoin dans ce contexte-là d'informations positives et ça fait du bien. Donc, c'est important de voir ce bon côté des choses également. Voilà. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi, alors, non, pour me prononcer au nom des banques, mais en tout cas, c'est vrai que vous avez tous fait un boulot extraordinaire pour effectivement vous aviez pu obtenir. Et franchement, je trouve que vous avez vraiment tenu votre rôle là dans une période qui était vraiment très, très, très compliquée et qui a rassuré et qui permet aujourd'hui de rassurer, je dirais, alors après, le monde même bancaire, je dirais, qui aujourd'hui a peut-être un regard différent et plus facilitant grâce à tout ça. Voilà. Vraiment, je tenais à vous le dire parce que c'était vraiment. Je crois que c'est vraiment important. Merci Laurent, c'est important. Merci Laurent. Et c'est vrai que l'union fait la force aussi. Hein. Tout à fait. J'évoquais tout à l'heure sur l'action collective qu'on a su mener et qu'on continue à mener au plus haut niveau. C'est important. Et c'est bien qu'on ait réussi à faire ça. On n'est pas sorti encore du tunnel, mais on parle beaucoup déjà du futur, d'innovation. C'est clair que notre montagne, elle va sortir transformée de tout ça. Nous, on est assez vigilants sur la tendance qu'on voit aussi arriver un peu du ski bashing, de tout ça. On met beaucoup de pression également sur l'ensemble des associations de l'écosystème et sur l'exécutif pour montrer que notre écosystème, que nos clients, les exploitants, les collectivités ont envie de bouger, envie de faire changer aussi le système, de passer à ces nouveaux paradigmes, mais pour autant sans abandonner ce qui fait la richesse des territoires aujourd'hui et l'économie des territoires. Et nous, ce que l'on entend faire, c'est montrer que cette industrie du ski, elle a encore de l'avenir, évidemment, mais qu'elle peut se conjuguer avec de l'écologie, avec une diversification, avec de l'été. Et il faut avoir une vision un peu bienveillante et un peu intelligente de la montagne de demain et pas être toujours dans l'opposition des genres. Et là, on a encore, ça c'est un peu le deuxième combat, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de cette crise, la suite, ça va être de parler positivement de la montagne et de son futur, voilà, sans être obligé de tout le temps s'excuser parce qu'on aménage des territoires touristiques. Et voilà. Faire en sorte que les aides aussi servent à tous les investissements et ne soient pas que fléchés toujours exclusivement sur des produits qui aujourd'hui peut-être ont moins la cote, mais effectivement que voilà, éviter que ce soit fléché trop. Alors l'expression est malheureuse, peut-être trop vert entre guillemets. Il ne faut pas que tout soit orienté là-dessus parce qu'effectivement, voilà, je pense que là vous avez du boulot encore. On a du boulot effectivement parce que il y a des lobbies très très forts en face mais voilà, on est clair là-dessus.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup Laurent, merci De Didier rien. de ta disponibilité puis de ton travail avec notre commission mixte. Merci Nathalie pour cette Ouais, merci. animation. Je te laisse le mot de la fin ou si l'un d'entre vous veut faire un petit mot de conclusion aussi. Non, moi je veux remercier, comme tu m'as remercié, je te remercie aussi, et toutes les équipes du cluster, toutes les équipes du cluster qui travaillent beaucoup là derrière pour animer et notamment être en contact ou rester en contact avec les élus. Donc merci à tous de ce soutien-là. Ouais, Nathalie et Benoît ont fait et font un gros boulot aussi avec l'équipe dans l'ombre et c'est important de le souligner. Bien, merci à tous, alors à bientôt. À bientôt. Très bien, écoutez, À vendredi prochain. à vendredi prochain et puis on finit même plus tôt que prévu. Donc, vous pouvez retourner à vos occupations. Merci beaucoup pour votre participation, votre attention. On vous envoie les éléments d'information. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à la Caisse d'épargne pour ces dispositifs également. À bientôt. Au revoir.